Agipi, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour sauver notre hôpital, on va en parler en recevant le témoignage bouleversant de votre invitée Stéphanie Lessoulière, qui est journaliste, ancienne reporter, autrice de ce livre « Lou, mes combats pour sauver ma fille », c'est publié chez Robert Laffont. Évidemment, c'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler des hôpitaux et des hôpitaux français, nos hôpitaux français, qui vivent une asphyxie sans précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2021, près de 20 millions de passages aux urgences ont été enregistrés contre 14 millions environ en 2002, soit une hausse de plus de 40% en 2 décennies. En 2023, la France comptait 719 points d'accueil des urgences, majoritairement dans des établissements publics, mais évidemment, cela reste insuffisant face à cette demande en constante augmentation. Et puis, face à cette pression croissante, les moyens, eux, stagnent. Résultat, des couloirs saturés de brancards, des délais d'attente interminables et des patients parfois renvoyés faute de temps ou de place. Le personnel hospitalier, lui, est à bout. Les infirmiers, aides-soignants, les médecins dénoncent des conditions de travail devenues insoutenables, charge de travail excessive, sous-effectifs chroniques, heures supplémentaires non payées, environnement stressé, tout cela accompagné d'agressions verbales et parfois même physiques. Un soignant sur 3 déclare avoir été victime d'une agression. Cet épuisement général contribue à la détresse du personnel hospitalier, au départ massif, à l'augmentation d'erreurs médicales, avec des conséquences parfois tragiques. Selon la Haute Autorité de Santé, les incidents liés à l'administration de médicaments et à l'usage de produits pharmaceutiques restent fréquents. 41% concernent des surdosages, 31% des confusions médicamenteuses, 14% des erreurs d'identification de patients. Ces dysfonctionnements, observés à 65% au moment des soins, révèlent des failles dans le protocole et la formation. Et parmi les plus vulnérables, dans cette crise, les enfants, et particulièrement les enfants en situation de handicap. Trop souvent, leurs symptômes sont minimisés, retardant des diagnostics pourtant vitaux. Un enfant handicapé, écoutez bien, peut attendre jusqu'à 30% de temps supplémentaire pour accéder à des soins spécialisés. Ces lacunes, dues en partie au manque de formation spécifique des soignants, peuvent conduire à des interprétations erronées, des retards critiques et une inégalité flagrante dans l'accès aux soins. Et puis, des préjugés inconscients, on est bien forcé de le dire, renforcent parfois ce sentiment que ces enfants sont moins prioritaires. La charte Romain Jacob offre pourtant des pistes concrètes. Former des soignants à la prise en charge du handicap, coordonner les parcours de soins, garantir une écoute attentive des patients et de leurs familles. Mais ces recommandations peinent à être appliquées, faute de volonté politique et de moyens adaptés. Alors, comment accepter qu'en 2025, des enfants en urgence vitale doivent encore attendre des heures avant d'être pris en charge ? Comment tolérer que des soignants à bout de souffle soient contraints d'abandonner leur vocation, faute de reconnaissance, de soutien, de moyens ? Et comment rester silencieux face à ces parents qui perdent un enfant à cause d'erreurs évitables, amplifiées par un système à bout de souffle ? Protéger notre hôpital, c'est lui redonner son rôle fondamental, celui d'un refuge, d'un lieu où l'on vient chercher du soin, du réconfort, et non davantage d'incertitude ou de stress. C'est garantir que chaque patient, chaque enfant, chaque parent puisse franchir ses portes avec la certitude qu'il sera pris en charge, écouté et accompagné. Et ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est aussi une question de confiance. Et on en parle avec votre invitée qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Stéphanie Lessoulière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste, ancienne reporter et autrice de ce livre « Lou, mes combats pour sauver ma fille » qu'on trouve aux éditions Robert Laffont. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Stéphanie. Bonjour Muriel. Alors dans ce livre, Mes combats pour sauver ma fille, vous racontez avec une très grande sincérité les défis, les combats, les injustices que vous avez dû affronter pour offrir à Lou, votre fille, atteinte de handicap moteur dès sa naissance, une vie la plus normale possible. Ce livre, on en parlera vraiment, c'est un cri d'alerte sur les lacunes d'un système de santé et de notre société face au handicap. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter le moment où vous avez appris que Lou aurait besoin d'un accompagnement, accompagnement particulier et spécifique? En fait, ça n'a pas été tout de suite. Ça a été une forme d'errance diagnostique parce qu'au départ, ma fille tenait pas assise et le pédiatre s'en inquiétait absolument pas. Et du coup, j'ai attendu, il a fallu vraiment attendre quelques mois, qu'elle arrive à peu près à 12 mois où elle tombait toujours comme une quille. Où il m'a dit mais non, il faut attendre encore, et il m'a envoyé juste voir un ophtalmologue pédiatrique parce qu'elle avait un strabisme convergent. Et là, l'ophtalmologue me dit écoutez, savez-vous que votre fille a une mydriase bilatérale, ça veut dire une pupille dilatée des deux côtés qui est signe de souffrance neurologique.
C'est à partir de là où j'ai commencé à consulter un neurologue et réalisé qu'elle avait souffert d'une anoxie cérébrale, c'est-à-dire un manque d'oxygène au moment de la naissance. Enfin, on ne sait pas si c'est la naissance ou l'opération qu'elle a eue petite, mais en tout cas un manque d'oxygène qui faisait qu'elle ne pouvait pas bouger ses membres. Donc il a fallu mettre en place tout un système. Déjà, la vie de cet enfant démarre par une erreur de diagnostic. Tout à fait. Et comment vous avez construit votre quotidien autour des besoins de Lou et évidemment avec la préservation d'un équilibre familial et personnel? J'avoue que c'était très difficile, on va pas se mentir, parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée face à un monde que je ne connaissais pas, le handicap. Pour moi, j'avais pas de personnes handicapées autour de moi. Et donc, j'ai découvert pas de crèche pour l'apprendre. Et j'ai même une personne qui m'a dit non, c'est trop compliqué, ces enfants-là. Donc, pas de crèche. Pas de cantine. Ensuite, quand il a fallu aller à l'école, pas de cantine. L'école en maternelle, on me la prenait que 2 après-midi par semaine pour commencer, dans une école privée, parce que toutes les écoles sont encore avec des escaliers à la Jules Ferry, comme m'a dit un directeur. On m'a dit on n'y peut rien, c'est la Jules Ferry, etc. Donc on est vraiment en retard. On a 30 ans de retard dans notre pays sur l'adaptation au cinéma, au métro, au théâtre, pour pouvoir simplement permettre à nos enfants, aux personnes qui vivent avec un handicap moteur, qui touche quand même énormément de monde. Je crois que c'est 125 000 personnes qui ont une paralysie cérébrale, 13 millions de personnes handicapées en France, qui n'ont pas accès, comme tout le monde, comme n'importe quel être humain, aux choses dont nous avons accès. Alors, quand j'ai lu votre livre, j'ai trouvé que cette enfant, elle est magique, magnifique, et vous la décrivez d'ailleurs comme une enfant pleine de courage et de détermination. Qu'est-ce qui l'a aidé, cet enfant, à surmonter ces défis liés à son handicap? Je pense, bien sûr, l'entourage, ça c'est sûr. Nous, on aimait notre fille passionnément, donc l'amour pour elle, mais surtout, elle avait un caractère. Je pense que ces enfants qui sont face à l'épreuve très jeunes, développe une force. Enfin, c'est une leçon de vie pour nous, sincèrement. Et j'ai l'habitude de dire que le vrai héros, c'est celui qui surmonte l'épreuve. Et que toutes ces personnes qu'on se considère comme des citoyens de seconde zone, ce sont eux nos modèles, ce sont eux nos héros mythiques, parce qu'ils surmontent l'épreuve et sans jamais se plaindre, sans jamais se plaindre. Et Dieu sait que c'est difficile. Elle avait de la kiné 3 fois par semaine, de la rééducation, dans tout, enfin, des rendez-vous, un agenda de ministre déjà en maternelle, et elle souriait tout le temps, elle voulait tout le temps aider les autres. C'était vraiment une leçon de vie pour, d'ailleurs, ses camarades de classe. Alors, en décembre 2019, un Lou, âgé de 11 ans, a été confronté à de très violentes douleurs abdominales. En dépit de plusieurs consultations aux urgences pédiatriques, sa douleur n'a pas été correctement évaluée ni traitée. Les médecins ont initialement diagnostiqué une angine virale, sans procéder à des examens approfondis, tels que des prises de sang ou des imageries médicales. Et ce n'est qu'après quelques jours et une détérioration significative de son état de santé qu'elle a été mise en chirurgie viscérale, où là, finalement, une péritonite a été diagnostiquée. Et là, le drame va se produire. La prise en charge tardive, très tardive, a conduit à des complications irréversibles, et Lou va vous quitter le 22 décembre 2019. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces failles d'un système de santé au sein d'un hôpital qui a des urgences pédiatriques, qui est un très grand hôpital français, réputé, et qu'en plus vous êtes arrivé sur la recommandation de SOS Médecins? Comment c'est possible, ça? Exactement, mais c'est terrible. Oui, Lou est décédé, et c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Et c'est totalement inexplicable parce qu'effectivement, nous étions envoyés par SOS Médecins. Elle a attendu des heures dans les urgences qui étaient bondées. Des personnes qui arrivaient après elle passaient devant elle. Je suis allée 3 fois me plaindre à la barre d'accueil parce qu'elle était littéralement pliée en 2. J'ai fait une photo d'elle justement pour essayer de montrer à l'infirmière à la barre d'accueil. Elle était littéralement pliée comme un sandwich en 2 en disant j'ai mal. Demandez un antalgique. On me l'a refusé. On m'a expliqué que le médecin triait les dossiers dans le box derrière. Je lui ai expliqué qu'elle était paralysée, donc elle avait a priori priorité sur les autres. Il n'y avait rien à faire. On a attendu comme ça des heures. Ensuite, elle a été enfin prise en charge et on est passé à une angine. Donc, c'est-à-dire que j'arrive pour une douleur abdominale envoyée par SOS Médecins et on me dit votre fille a une angine. Donc, j'ai insisté pour avoir, parce que nous sommes en plus experts, nous parents d'enfants handicapés, les experts de la pathologie de notre enfant. Il n'y a pas eu d'écoute ni de la douleur de ma petite fille, ni de moi, maman, qui suis l'experte de la pathologie de ma fille. Et ça a été comme ça 3 jours de suite jusqu'à ce que le 3e jour soit donc 3 jours de suite aux urgences, là où elle a tout son dossier. Et il a fallu que j'aille dans le privé faire une échographie. On m'a dit c'est une catastrophe, il faut absolument tout de suite l'opérer. Et là, pareil, tout a dysfonctionné. C'est-à-dire qu'on a à nouveau attendu un scanner pendant 3 heures avec une péritonite aiguë. Ensuite, on ne trouvait pas le chirurgien. Le chirurgien était introuvable. Ensuite, les blocs étaient fermés à clé parce que c'était un jour de grève, on ne trouvait plus la clé. Enfin, tout a dysfonctionné totalement. L'infirmière, je me souviens, blaguait au-dessous du brancard de ma fille
qui commençait à, je pense, tomber dans les pommes parce qu'elle me dit « Maman, je vois tout noir », une indifférence totale. Enfin, ça a été comme un film en slow motion, tout a dysfonctionné. Et donc, c'est totalement hallucinant. Et effectivement, quand elle est rentrée au bloc, c'était trop tard. Alors, c'est une question délicate, hein, mais je pense que je vais quand même vous la poser parce qu'elle est essentielle pour comprendre certaines réalités. Est-ce que vous pensez que si Lou n'avait pas été handicapée, sa prise en charge aurait été différente ? Sincèrement, je pense que ça a effectivement aggravé la situation. Déjà, comme vous l'avez très bien dit, il y a un vrai problème global du système de santé à tous les étages. Tout le monde souffre, les soignants, les médecins, les patients et les enfants qui meurent. Mais en plus, effectivement, je ne m'explique pas comment cet enfant qui était en fauteuil roulant, que cet hôpital a ratifié la charte Romain-Jacob, elle n'ait pas été prise en priorité. Et pire, des enfants arrivés après. Alors je sais qu'il y a certaines pathologies, mais en réalité, il a été reconnu par l'expertise médicale judiciaire que dans le même circuit d'attente de ma fille, d'autres valides sont passés devant elle. Alors évidemment, vous avez engagé une procédure contre l'hôpital. Il a été condamné en première instance, donc c'était une première victoire pour vous. Si on peut appeler ça une victoire, mais c'en est une, hein, il faut quand même le dire. Et ils ont fait appel, en dépit d'expertises accablantes. Ce refus de responsabilité est évidemment impossible à accepter. Comment vous avez réagi face à cette décision et qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que parent, mais aussi en tant que citoyenne ? Moi, j'étais extrêmement choquée. Je me suis dit, mais comment peut-on s'acharner à ce point-là sur la mémoire de cet enfant et surtout à ne pas tirer les leçons quand même qui sont gravissimes. Enfin, perdre un enfant en France aujourd'hui au XXIe siècle faute de soins, c'est inacceptable. Donc franchement, c'est totalement incompréhensible. Je suis choquée, très choquée. Nous sommes très choqués. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Alors, vous avez évidemment, vous avez refusé cet appel. Hein, vous êtes toujours en procédure. Vous attendez quoi de ce processus aujourd'hui ? À la fois, j'ai un peu envie de dire, tant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan pour faire avancer la cause des enfants en situation de handicap. Exactement. Je pense que malheureusement, comme je n'ai pas été écoutée, que personne ne m'écoute, je pense que la seule manière de faire entendre ce qui s'est passé, c'est effectivement la procédure, la condamnation, pour faire comprendre que c'est absolument inacceptable de laisser attendre comme ça des enfants en souffrance, inacceptable. Pour moi, c'est une faute, c'est une négligence gravissime. C'est la reconnaissance de la faute, la reconnaissance de notre douleur en tant que famille, et surtout la reconnaissance que Lou a souffert et que c'est totalement inacceptable. Alors, ce combat, hein, c'est aussi celui, ce combat pour Lou, c'est aussi celui de toute une famille. Hein. Vous avez un autre enfant, oui. Un mari. Comment cette famille a résisté ? Comment vous êtes parce que on voit parfois que dans ces épreuves, les familles éclatent. Vous, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui a fait que ce lien est resté, a perduré, s'est amplifié ? Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai envie de dire, est-ce que j'ai le choix ? Il y a une partie de moi qui est morte avec ma fille et qui est sous terre avec elle, ça c'est clair. Et de l'autre, je pense que l'amour, en fait, ça peut paraître un peu idiot, mais c'est vraiment l'amour qu'on avait pour elle, et l'amour qu'elle nous a donné, et puis cet exemple. Pour moi, je me dis, je ne peux pas être en dessous de l'exemple de ma fille. Elle m'a donné une leçon de vie littérale, de courage, d'abnégation, de joie de vivre malgré l'épreuve. Et je me dis aussi, moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas être en dessous. Et aussi, je ne supporte pas l'idée que ça arrive à un autre enfant en France aujourd'hui. C'est pas possible. C'est le combat de ma vie. Alors, ce combat de votre vie, il passe aussi par les rencontres avec d'autres parents. Quels conseils aujourd'hui vous donneriez aux parents qui nous écoutent, aux parents d'enfants, mais aussi aux parents d'enfants en situation de handicap, pour que leur prise en charge soit évidemment différente de celle de Lou, pour que cette prise en charge soit digne et qu'elle soit équitable ? Qu'est-ce que vous leur dites ? En fait, les parents, j'ai envie de dire, ils font le maximum. Eux, ils sont parfaits, quoi. C'est un tel combat tous les jours. C'est à la société, en fait, de prendre ses responsabilités. C'est au gouvernement. Là, on espère que quand le gouvernement sera enfin installé, il se passe quelque chose. C'est à la société de faire quelque chose. Ça n'est pas aux familles. La vérité, c'est ça, c'est où va l'argent ? Comment sont traités les soignants ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, la plupart du temps, de la bobologie aux urgences, alors qu'en réalité, il y a des cas gravissimes. Il y a quand même des choses à prendre en compte et à changer. Ne serait-ce que, par exemple, ce médecin qui trie sur dossier derrière, moi, je me dis, il suffirait que toutes les heures, il sorte 5 minutes. Regardez les enfants, regardez dans la salle d'urgence, il aurait vu la pâleur, il aurait vu mon enfant plié en deux, il aurait dit, elle passe tout de suite. Donc, il y a des petites choses à faire, d'ailleurs pas très chères. Peut-être qu'il faudrait faire une maison médicale dédiée à la bobologie, justement, pour garder les urgences. Enfin, il y a des choses à faire, mais ça, évidemment,
Il faut une volonté politique. Exactement. Et est-ce que vous avez le sentiment que le cas de Lou est un cas plutôt isolé, ou est-ce que vous avez reçu, après la publication du livre, des témoignages d'autres parents qui ont vécu des situations similaires ? Ah oui, bien sûr. Ouais, malheureusement, ça c'est dramatique. Oui, il y a effectivement un retard de prise en charge des personnes avec un handicap, des enfants. Et malheureusement, Lou n'est absolument pas la seule. Et donc c'est dramatique parce qu'effectivement, c'est un facteur aggravant. Et ça, c'est très grave. Alors aujourd'hui, on va terminer cet entretien, cette conversation par cette question. Est-ce que, avec votre expérience, avec ce que vous avez vécu, vous diriez quelles sont les priorités pour une meilleure inclusion des enfants handicapés dans la société ? J'ai envie de dire, il y a plusieurs axes. La première, déjà par rapport aux médecins, c'est la formation des médecins, des soignants. Parce qu'on a bien vu, on voit bien qu'il n'y a aucun médecin aux urgences ou ailleurs qui est vraiment spécialisé autour du handicap. Donc il faut tout réexpliquer, etc. Donc là, il y a vraiment un sujet de peut-être dédier un pédiatre qui soit spécialisé autour du handicap, etc. La deuxième chose, c'est dans les écoles de médecine, quand même, j'ai été très frappée. Ça dépend des médecins, bien sûr. Il y a des médecins absolument extraordinaires. Je viens d'une famille aussi de médecins, donc je fais vraiment la part des choses. Mais l'écoute, l'empathie, c'est ces choses qui paraissent du bon sens, mais en réalité, parfois, il y en a plus du tout. Certains médecins, vous voyez, n'écoutent pas l'expertise des parents, n'écoutent pas la douleur de l'enfant, donc qui relève de l'empathie. Donc je me dis... j'ai une étudiante en médecine que je connais très bien qui m'expliquait que les modules en psychologie, il y en a quand même très peu. Donc peut-être développer les modules de psychologie pour la formation des médecins, développer l'empathie, c'est une compétence, on n'est pas né avec. Développer la communication non violente, j'ai la gestion du stress pour les soignants, tout ça c'est fondamental. Donc ça c'est en amont. Ensuite, il y a bien sûr le problème de l'accueil. Donc, comment expliquer qu'il n'y a pas de rampe d'accès encore chez 10% de médecins, on n'a pas accès. Pour les dentistes, c'est hyper compliqué. Donc, il faudrait peut-être effectivement désengorger les urgences de la bobologie et faire une maison médicale juste à côté pour pouvoir arrêter de surnager comme ça. Donc il y a plein de choses à faire et effectivement s'appuyer sur les associations, bien entendu, parce qu'on milite, on essaye de faire changer le regard aussi, ça c'est quelque chose de très important. Le handicap n'est pas l'incapacité, mais au contraire voir ce qui reste. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'inclusion. L'inclusion, pourquoi inclusion ? C'est le respect de l'être humain, c'est tout. Eh bien, on va terminer sur ces mots et je vous engage évidemment à lire Loulou, mes combats pour sauver ma fille aux éditions Robert Laffont. Merci Stéphanie. Merci infiniment. Merci Stéphanie. Je rappelle que votre livre, en fait Muriel vient de le rappeler, donc c'est très bien. C'est publié chez Robert Laffont. Lou, mes combats pour sauver ma fille. À bientôt Muriel Réus. À dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGIPI, association d'assurés engagés et responsables.